Revenir sur ce qui s'est passé exactement, mais pour vous montrer un petit peu l'ambiance, je vous propose de regarder ces quelques images où Petro Poroshenko, qui est le président de l'Ukraine, revient sur les tensions avec la Russie. Il ne parle pas de cet incident naval sur lequel on va revenir, mais dit il y a bien d'autres choses. Il y a carrément des chars russes qui se massent à sa frontière, et ça l'inquiète. Regardez. Це є 17 вересня, це є 24 вересня, це все танки. Це є жовтень. Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі. Ці танки ще не виведені. Вони залишаються там. І тому я хочу, щоб ніхто не думав, що це забавки або іграшки. Країна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Alors on va revenir sur le conflit général, mais Renaud Girard, est-ce que vous voulez bien vous approcher de la carte qui est là pour nous rappeler en quelques instants ce qui s'est passé dimanche dernier et pourquoi c'est un problème? Bien, il y a une petite flottille, en fait, avec un remorqueur et deux petits canonnières, si vous voulez, deux petits bateaux armés, qui ont quitté Odessa, voilà. Donc en pleine Ukraine, pour aller dans une autre bien sur ville, le côté pour que nos téléspectateurs voilà, puissent voir. Dans une autre ville d'Ukraine qui est Mariupol, qui est une ville qui n'a pas été prise lorsqu'il y a eu l'offensive des rebelles pro-russes qui ont pris donc ces zones-là qui sont grisées du Donbass, Donetsk et Lugansk, deux districts du Donbass. Voilà. Et le problème, c'est que il y a là un pont, le pont de Kerch, c'est-à-dire que les Russes se sont saisis de la Crimée en mars 2014 après un référendum qui était massif d'approbation parce que la population de Crimée est pro-russe, mais qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale. Donc la Russie a pris la Crimée, mais elle ne pouvait la ravitailler que par la mer, puisqu'il n'y avait pas de continuité territoriale. Hein. La Russie s'arrête là. Et donc, ils ont construit un pont qui a été inauguré en mai dernier par le président Poutine, de 19 km sur le détroit de Kerch. Et simplement, il y a des Ukrainiens qui étaient contre l'existence de ce pont, qui ont dit qu'ils allaient le dynamiter. Donc les Russes ont décidé de faire des inspections à tous les bateaux qui rentreraient dans la mer d'Azov en passant sous ce pont, notamment pour rejoindre le port ukrainien de Mariupol. Or, ce qui s'est passé, c'est que cette petite flottille a voulu échapper, n'est-ce pas, au contrôle s'estimant chez elle. Il faut voir que l'Ukraine ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée, a voulu échapper au contrôle des gardes-côtes russes, et donc a été bousculé. Il y a un bateau qui a été bousculé, il y a eu des tirs, mais pas directement pour tuer, hein, c'était des tirs de semonce ou pour impressionner, pour intimider, et les 3 bateaux ukrainiens ont été conduits de force dans un port de Kerch. Tout ça a commencé, il faut bien le voir, en mars 2018, il y a un bateau de pêche qui venait de Crimée et qui a été arraisonné par des bateaux de guerre ukrainiens. Et c'est à partir de ce moment-là, comme en représailles, si vous voulez, que les Russes ont institué ce contrôle sur le détroit de Kerch. Merci, cher Renaud. Je vous propose de rejoindre votre place et pendant que vous vous installez, alors je ne sais pas qui se sent suffisamment familier du sujet pour nous dire si, à son avis, il y a un risque de guerre à partir de cet incident, Maxime Desgaillets. Je ne suis pas un spécialiste de cette question. Est-ce qu'il y a un risque de guerre? Je note, moi, qu'il y avait eu une désescalade quand même depuis les accords de Minsk, que la communauté internationale aujourd'hui fait preuve de moins de fermeté, qu'il y a une tentative, au-delà de l'annexion de la Crimée, de la part de la Russie, de revendiquer les eaux territoriales, et qu'il serait, j'allais dire de bonne guerre, mais la formule serait malheureuse, il serait nécessaire que nous puissions de nouveau parler d'une seule voix. Quand je dis nous, c'est notamment l'Allemagne et la France qui ont été à l'origine des accords.
Et j'ai noté une position ferme de l'Allemagne ouvrant la possibilité de sanctions vis-à-vis de la Russie, ça me semble important. Je n'ai pas noté la même fermeté du côté du gouvernement français et de Le Drian, puisque si j'ai bien compris, ils ont eu des échanges récents et la parole était un peu plus faible, ce qui est préoccupant parce que je ne pense pas qu'on arrive à la guerre. Par contre, on sait bien qu'aujourd'hui, la Russie essaye de profiter de la faiblesse relative, notamment de l'Europe, pour consolider ces positions, qui sont des positions aujourd'hui qui nécessitent d'être combattues, puisque, effectivement, ils ont annexé un territoire qui est la Crimée. Alors, on vous a posé la question sur Twitter. Selon vous, une guerre est-elle possible entre l'Ukraine et la Russie ? Vous nous dites oui à 59%, et c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a Macabronito qui nous dit « On a bien vu que personne n'a réagi avec l'annexion de la Crimée. Sous-entendu, les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent. » C'est aussi l'avis de M. Babineau qui nous dit « Il n'y aura pas de guerre, l'armée russe est beaucoup trop forte. » Et Fouquier nous dit « On ne pourra pas parler de guerre, les Russes seront à Kiev avant que les journaux aient eu le temps d'en rendre compte. » Renaud Girard, pour vous, il y a un risque de guerre ou on en reste à des mesures d'intimidation ? Là, très clairement, en fait, c'est une petite provocation des Ukrainiens qui peuvent se confondre pour qu'on n'oublie pas le cas de l'Ukraine et pour qu'on en parle. Ils ont obtenu qu'on en parle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Moi, je ne pense pas qu'une politique de sanctions puisse faire changer la stratégie d'un pays comme la Russie, qui a quand même tenu pendant 1000 jours au siège de Leningrad face à l'armée allemande. On ne fait pas changer les Russes. Les sanctions qui sont en cours déjà contre la Russie. Par ailleurs, je remarque que les sanctions commerciales pénalisent la France, puisque la part de marché de la France en Russie a diminué de 34%, alors que la part de marché de l'Allemagne, comme par hasard, a augmenté de 2%. Et donc ça, c'est la réponse à Maxime Degaillev. Voilà pourquoi peut-être en revanche, la France ne prend pas de sanctions. Je pense que Vladimir Poutine se rend compte qu'il a commis une erreur stratégique en investissant le Donbass, c'est la région là, donc, que je montrais à partir de les rebelles pro-russes, puis l'armée russe qui est intervenue clandestinement à partir d'août 2014. Je pense que c'est une erreur stratégique, mais je pense qu'il faudrait en fait dealer, c'est-à-dire de dire, bon, parce qu'en fait, l'obsession de la Russie, c'est de garder l'Ukraine comme un glacis. Voilà. Et leur obsession, c'est que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Il est vrai qu'il y a eu des promesses qui ont été faites d'ailleurs à Paris par le président H. Bush à Gorbatchev, que jamais l'OTAN ne s'étendrait vers ces pays de l'Est, d'où se retiraient à l'époque, en 1990, les forces russes, soviétiques. Donc moi je pense qu'on pourrait faire un deal en disant, bon, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, on est bien d'accord, mais vous vous retirez, donc vous rendez les territoires, et notamment la frontière ukraino-russe, aux forces ukrainiennes. Quant à la Crimée, eh bien, ça sera un deal entre les Ukrainiens et les Russes dans 20 ans. Il faut bien voir que les Russes ne rendront jamais la Crimée ne reviendra jamais à l'Ukraine, comme le Kosovo ne reviendra jamais à la Serbie. Il faut rappeler que le Kosovo a été arraché à la Serbie par une opération militaire aussi de l'OTAN entre mars et juin 1999. Merci. On va revoir la carte pour qu'on comprenne bien tout ce que vous nous avez dit. Donc la zone que les Russes pourraient rendre en signe de bonne volonté, c'est donc celle qui se trouve à la frontière est de l'Ukraine. Voilà. Mais qu'ils n'ont jamais accepté d'annexer. Voilà, qu'ils n'ont jamais accepté d'annexer. C'est la zone qui est en pointillé, donc à l'est de Donetsk. Julia de Funès, votre avis sur ce sujet ? Mon avis, si je reprends les mots de monsieur, on peut encore dealer, comme vous avez dit. Donc, parler de guerre, ça me semble improbable, parce que si on peut dealer, ça veut dire qu'on a encore des intérêts des deux côtés. Et ce ne sont jamais les intérêts qui déclenchent les guerres, ce sont les passions. Tout dans l'histoire humaine, ce sont à chaque fois des passions qui ont déclenché les guerres, passion de la patrie, des idéologies religieuses, nationalistes, de révolution, peu importe la passion, mais ce n'a jamais été pour le pétrole, pour l'argent, pour les matières premières qu'on a déclenché des guerres. Donc, tant que les intérêts ne se transforment pas en passion aveugle, à mon avis, on est loin de la guerre encore. Bon, et je passe la parole à Antimac, qui remercie Renaud Girard pour son sens de la pédagogie. Nous aussi d'ailleurs. Jérôme Sainte-Marie. Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est du point de vue purement français, c'est-à-dire
comment les représentations s'organisent autour de cette question de la Russie et accessoirement de l'Ukraine en France. C'est absolument fascinant, on a eu ce témoignage à l'instant sur le plateau, de voir à quel point la gauche, et plus précisément le Parti socialiste, adopte une position résolument pro-OTAN en toute matière. C'est absolument fascinant de voir que François Hollande est allé jusqu'à ne pas envoyer de délégation française pour le 9 mai sur la place Rouge, pour l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, enfin, et la victoire que l'on doit, comme d'ailleurs en grande partie la victoire de 14-18, au sacrifice de millions de Russes. Il est très intéressant de voir qu'il y a un discours... sans pour autant être pour l'OTAN. Il y a effectivement un grand discours sur les valeurs qui tombent complètement à côté, d'une part parce que le Parti socialiste ne s'oppose pas à certaines annexions territoriales ailleurs, y compris au Proche-Orient, que par ailleurs, en tout cas pas très vivement, que par ailleurs... Eh bien, on ne vous entend pas. Par ailleurs, vous ne nous écoutez pas. C'est le problème aujourd'hui, c'est que plus personne ne nous écoute, monsieur Jean. Que par ailleurs, l'oreille. Pour rester sur la Russie, que effectivement, même la question ukrainienne, on a adopté un récit sur Maïdan et sur l'Ukraine qui est assez surprenant. Maïdan, c'est la place de Kiev sur laquelle il y avait eu ces affrontements entre Ukrainiens pro-russes et Ukrainiens pro-occidentaux. J'y étais d'ailleurs en 2004, quand j'étais étudiant, vous voyez. Que j'ai des amis, et d'ailleurs nous avons maintenant une offre qui est adaptée à cela avec M. Glucksmann, puisque l'espace public, qui ne voit aucun problème à adopter le point de vue d'un gouvernement et d'une majorité dans lequel il y a des éléments qui ne sont pas pro-nazis. En réalité, ils sont nazis, c'est-à-dire qu'effectivement, ils défilent en uniforme de division. Ça, c'est la majorité qui soutient le président ukrainien. Grand pays de la Shoah par balle. Je veux dire, on est quand même dans un univers assez surréaliste où les mêmes qui ont un discours sur les valeurs et la mémoire, la morale, etc. en France, en Ukraine, comme on est face à un espèce de démon totalement fantasmé sur la Russie, mais ça je ne veux pas parler de la Russie, mais au niveau des représentations, c'est fascinant, ce double standard, où effectivement, quand il s'agit de contrer la Russie et d'adopter le point de vue de l'OTAN, alors là, on a une transformation totale du devoir de mémoire et du devoir de valeur. M. Saint-Paris, c'est qu'en fait, c'est vrai que dans cette contre-offense, dans cette dégénérescence, si vous voulez, en Ukraine, au Donbass, à partir de juillet 2014, effectivement, pour mater des rebelles pro-russes, c'est-à-dire des Ukrainiens du Donbass, mais qui étaient pro-russes, on a envoyé notamment des bataillons, et certains bataillons, notamment le bataillon d'Azov, étaient composés de nazis ouvertement nostalgiques, ça c'est vrai. Il y avait d'ailleurs eu un reportage là-dessus sur le Figaro Magazine. On rappellera que le conflit dans le Donbass a fait 10 000 morts. Nous passons à un